Bonjour, soyez les bienvenus sur ITW, c'est rendez-vous avec la politique aujourd'hui, puisque nous sommes avec le président de l'UDI de la Loire, Lionel Boucher. Bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a de nombreuses questions à vous poser, mais avant de commencer cet entretien, je voulais en quelques mots que vous rendiez un hommage à quelqu'un qui est disparu il y a quelques jours. C'est Marial de Sarnez, que vous connaissez bien. Oui, je l'ai bien connu, effectivement, puisque j'ai été l'un de ses collaborateurs, notamment lors de l'élection présidentielle de 2007, où nous travaillions pour François Bayrou. C'est elle aussi qui m'a demandé de prendre en charge la campagne des régionales en 2010, à l'époque en Rhône-Alpes, puisque Auvergne n'était pas encore regroupée. C'était une femme de grand talent, avec un caractère très affirmé. Elle était dure. Mais elle l'était aussi envers elle. Et grâce à elle, cette idée centrale, cette idée que les modérés peuvent avoir la parole, à la suite de Valéry Giscard d'Estaing, avec François Bayrou, et puis avec d'autres aujourd'hui, dont Jean-Christophe Lagarde, famille politique de l'UDI dans laquelle je suis, elle fait partie de ces marqueurs forts, et elle va manquer au dispositif en France, parce que elle apportait quelque chose, elle avait ce vrai talent. Je l'ai écrit dans notre communiqué de presse, et elle avait toujours 3 coups d'avance. C'était une femme brillante. Elle fut ministre, parlementaire européen, député français. Voilà, c'est un grand talent de la famille centriste qui s'en est allé. Ce qui veut dire que la politique, c'est des batailles, mais c'est aussi avant tout de l'humain. C'est avant tout de l'humain, et parfois, pour exister, il faut savoir batailler. Alors, vous êtes aujourd'hui le président de l'UDI Loire et adjoint au maire de Saint-Étienne. Oui. Moi, je peux dire que j'ai suivi votre itinéraire politique, mais pour le grand public, quel est votre parcours? Parce qu'on connaît Lionel Boucher, mais quel est finalement votre parcours? On vous a vu au MoDem, on vous a vu maintenant à l'UDI. Oui. Comment on s'engage en politique et comment on devient le président de l'UDI Loire? Toujours au centre de l'échiquier politique français. Moi, j'ai adhéré, je n'étais pas encore majeur, je n'avais pas 18 ans, via le CDS, la démocratie chrétienne. Déjà avec Gilles Artigue, puisque c'est un combat que nous poursuivons pour nos idées depuis de longues années maintenant, avec des victoires, avec des défaites. J'ai été collaborateur parlementaire de Gilles. J'ai été moi-même candidat à des élections cantonales, au municipal. J'ai été un très jeune élu, j'étais le Benjamin en 1995, sous le deuxième mandat de Michel Thiollière. J'avais en charge la sécurité civile, et je suis adjoint de Gaël Perdriau depuis maintenant pratiquement 7 ans, 8 2014. ans. 2014, voilà, où j'ai en charge les questions d'événementiel. Alors c'est un peu contrarié en la période, mais les grands événements, et puis une mission qui m'agrée énormément. Je suis passionné par les événements, évidemment, mais une belle mission de proximité sur les quartiers nord-ouest. Là, je suis notamment l'élu de secteurs pour les quartiers de Bergson, de la Terrasse, de Montaut, du Golfe, en lien avec Charles Dallara, qui est l'adjoint de secteur, et puis mon collègue... Allons, ça me reviendra, avec qui nous partageons cette responsabilité. Juste pour faire un jeu de mots, tiens, vous m'avez parlé de centre et de modéré. Oui. Si je reviens sur le centre, les quartiers dont vous m'avez donné la définition, ils sont plutôt excentrés? Ils sont au nord-ouest de la ville, oui, effectivement. Ils ne sont pas dans le centre-ville. Mais ils ont besoin d'attention. Alors, on va revenir à la politique. C'était évidemment avec Robert Carulac que nous travaillons. Voilà, que je connais bien aussi. Quel est aujourd'hui le rôle de l'UDI dans la Loire? On présente l'UDI comme un parti macro-compatible. Je précise que c'est une question de Pat Françon. Or, à Saint-Étienne, le maire est très sévère vis-à-vis du chef de l'État. Comment vivez-vous localement les relations LR-UDI? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est vrai. Le côté macro-compatible, j'allais dire non, puisque nous ne sommes pas dans la majorité d'Emmanuel Macron. Nous avons fait ce choix-là avec Jean-Christophe Lagarde. Vous le savez, je suis aussi membre du bureau national de l'UDI, sur les questions plus de territoire, c'est ce qui me passionne. Nous avons fait le choix d'être en dehors de cette majorité
présidentielle, c'est-à-dire que nous n'avons pas de ministre, nos parlementaires sont toujours dans la modération. Il n'y a pas de raison de combattre le gouvernement quand il n'y a pas matière. Bon, on peut avoir une analyse sur les choses sans forcément vouloir être dans l'opposition systématique. Moi, par exemple, la crise sanitaire, je trouve que pour le coup, Olivier Véran et Emmanuel Macron ne s'en sortent pas si mal. Jean Castex non plus. Je veux dire, c'est quelque chose d'inédit. Moi, je veux bien que tous les commentateurs se liguent pour leur taper dessus. Néanmoins, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Après, il y a des choses qui me font souci. J'allais dire, cet argent qui tombe comme à Gravelotte, à un moment donné, il va falloir qu'on le paye. Donc, on est en train d'expliquer que nous endettons plusieurs générations. Et ça, c'est assez inquiétant. Après, nous avons effectivement des difficultés sociales. On va vers une crise sociétale qui, à mon avis, sera pire que celle du Covid. Enfin, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas dans la majorité nationale, mais on se garde le libre choix de pouvoir en dire du bien quand c'est possible. Et nos relations avec les Républicains, elles sont des relations de partenaires, des partenaires, mais pas de soumission. Alors parfois, ça peut déranger, mais pour qu'il y ait un bon partenariat et que ce partenariat soit efficace, il faut qu'il soit respectueux de chacun, des idées de chacun, mais aussi des personnalités de chacun. Alors évidemment, moi je suis conscient que nous ne sommes plus la grande UDF, celle qui a été construite par Valéry Giscard d'Estaing, puis présidée par Jean-Louis Borloo, et puis par François Bayrou. On n'est plus dans cet étiage-là où tout le monde était rassemblé. Il y a des problématiques plus d'ego au niveau national que fondamentalement d'idées. Peut-être que demain, on trouvera une nouvelle plateforme pour se retrouver. Mais voilà, nous avons des rapports sincères et je crois que c'est essentiel. Avec un partenaire, il faut être capable de dire les choses en vérité et simplement de demander la place qui est la nôtre. C'est ce que j'essaye de faire dans cette responsabilité de président départemental. Moi, j'ai l'impression un peu aujourd'hui qu'on a plusieurs lectures, que quand on est sur un sujet départemental, un sujet régional ou un sujet national, l'UDI varie un peu suivant un peu les sujets abordés, quoi. Un peu proche de Macron quand il faut, un peu proche de LR quand il faut, ou alors on est totalement indépendant? Non, je crois que c'est ça l'indépendance. C'est être en mesure de dire quand les choses vont bien et quand elles vont mal. Moi, j'ai pas de difficulté à reconnaître du talent à des gens avec qui... La politique, c'est des alliances aussi, donc ça peut être compliqué d'avoir pas les mêmes alliances au département qu'à la région, admettons. La politique, c'est d'abord des idées, c'est des convictions, c'est trouver les gens avec qui les partager. Et puis après, c'est voir qui a envie de partager avec vous, parce qu'on ne peut pas s'imposer. Et puis parfois, c'est aussi porter son courage quand on fait le constat qu'on n'arrivera pas à trouver un socle commun. Eh bien, il faut pouvoir se dire que nous allons défendre nos couleurs. C'est aussi ça le courage que les Stéphanois, les Ligériens attendent, et je crois qu'ils y sont sensibles. Toujours dans la même ligne, quelles sont les relations du président départemental de l'UDI qu'il entretient donc avec les autres partis centristes présents dans la majorité municipale stéphanoise? On sait qu'il y a le MoDem, il y a d'autres partis dans la majorité. Est-ce qu'on là aussi on est toujours d'accord, ou alors il y a des points où on s'échauffe un peu? Alors il faut entendre une chose, c'est que quand nous sommes dans nos fonctions d'élus municipaux, d'adjoints, de conseillers, nous ne faisons pas de politique au titre partisan. C'est-à-dire que... On est dans l'intérêt des Stéphanois. Oui, puis on a formé une équipe, nous avons un projet, un plan de mandat sera bientôt diffusé, nous avons un leader qui est élu, qui est le maire. Nous sommes au service de l'action collective. D'ailleurs, c'est plutôt intéressant de faire de la politique comme ça. Je veux dire, les débats politiques nationaux ou d'autres instances n'ont pas à venir contrarier le travail que nous faisons au service des Stéphanois. Et je peux vous dire que nous ne ménageons pas notre tâche. Donc, j'ai d'excellentes relations avec mes collègues quand nous sommes sur les sujets municipaux. Et parfois, eh bien, nous ne sommes pas d'accord sur les sujets de politique nationale. Mais le débat est toujours salutaire. Vous avez été adjoint dans la précédente mandature. Oui. Au bout de 6 ans, est-ce que le mandat est positif pour vous? Et est-ce que ce que vous aviez envie de faire, ça correspond à ce que vous avez réalisé?
Alors oui, je crois qu'il est très positif. Moi, je l'ai redit au moment où nous avons rencontré Gaël Perdriau, candidat, et que nous lui avons remis notre projet, le projet des centristes de l'UDI, pour venir corroborer le projet qu'il portait. Au moment où on a signé cette alliance, pour poursuivre l'action que nous avions entamée, les choses est très très claires, c'est que nous avons besoin dans ce département d'avoir la bonne personne au bon endroit. Et Gaël Perdriau est la bonne personne au bon endroit, à la ville et à la présidence de l'agglomération. Il a une dynamique, une force de persuasion, de conviction qui mérite le respect. Il a une force de travail plus que conséquente. Donc il fait les choses avec conviction. Il nous arrive d'avoir des échanges, mais en tout cas, personne ne peut nier que la ville est en train de changer. Et que c'est parce que nous remplissons tous, chacun notre office, que ce travail se fait dans de bonnes conditions. Justement, vous dites que la ville est en train de changer. Est-ce qu'on n'a pas le droit de temps en temps d'avoir un avis un petit peu contraire et de dire qu'il y a des choses qui sont bien faites et des choses qui sont peut-être faites un peu différemment, qu'on aurait imaginé sans être totalement dans la critique? Est-ce qu'on a le droit encore de s'exprimer en disant ce qui est fait, c'est bien, mais on aurait vu peut-être la chose différemment? Alors, nous le faisons. Nous avons des espaces pour ça. Nous avons des conseils de majorité, c'est-à-dire ce sont des lieux où l'ensemble des élus se retrouvent. Il y en a d'autres, des réunions de pôle. Alors c'est vrai que la période Covid nous est un peu compliquée puisque beaucoup de choses sont quand même extrêmement contraintes, notamment se rassembler. C'est vrai que c'est pas très marrant de faire des conseils municipaux ou métropolitains ou même nos réunions en visio parce que ça manque de chaleur humaine, ça manque cette appétence. Nous sommes des animaux sociaux, donc ça c'est un peu regrettable. Mais non, nous avons des espaces pour nous parler. Quand on a des choses à se dire, on se les dit. Par contre, ce qui fait que nous appartenons à une même équipe, c'est qu'une fois que les choses sont décidées, elles doivent être partagées. Et le jour où elles ne le sont plus, eh bien, on prend ses dispositions. C'est le rôle d'une équipe d'aller dans le même sens. Oui, et puis c'est le rôle du chef de savoir animer, tirer, mot de Jacques Chirac, tirer le meilleur de chacun et de faire en sorte que cette énergie, elle s'additionne. Justement, vous avez parlé du maire. Dans une longue interview du maire de Saint-Étienne au Progrès il y a quelques jours, il a eu des mots très durs à votre égard. Comment vous avez pris ces propos? Vous m'avez dit un peu en off que c'était la règle du jeu. Oui, chacun dans son couloir. Alors je me méfie aussi toujours de la presse et des journalistes, surtout qu'il faut parfois lire les articles. Voilà, c'est ce que je dis souvent à propos les titres souvent sont un peu sortis de leur contexte. C'est pour attirer le clic. Pour attirer le regard. Après, moi je suis extrêmement flatté que l'UDI soit à la table quand on parle de politique. Donc je suis absolument pas choqué que nous ayons ce type d'échange. Gaël Perdriau est là aussi dans son rôle, mais chacun le sien. Moi, je suis le patron de la famille centriste, l'UDI, dans la Loire. Il est le président maire de l'agglomération. Il est un membre important des LR, puisqu'il est membre de cette famille au niveau national. Donc, qu'il défende une vision des LR, c'est normal. Que l'UDI défende la sienne, c'est normal aussi. Et de dire que l'UDI doit prendre sa place, toute sa place dans le département, ce n'est faire grief à personne. Après, j'ai un tempérament un peu volcanique, donc je dis les choses toujours. Moi, j'en vois pas de Bristol. Donc, quand une réunion se passe bien dans le cadre de la politique, que nous sommes traités correctement, que nos idées sont reçues, que nos candidats sont salués comme étant pas plus mauvais que les autres, en tout cas, j'ai aucune raison de dire que la réunion s'est mal passée. Quand nous sommes un peu douchés, eh bien, on dit qu'il faut revoir la copie, sinon nous ne serons pas partenaires. Mais j'avoue que quand on voit ça dans le journal le dimanche matin, on a peut-être une réaction un peu peut-être pas de colère, mais de déception un peu, non? Ou alors c'est encore une fois le jeu de la politique? Non, c'est la politique, ça. C'est assez normal. Ouais. Non, j'aurais été chagriné s'il m'avait repris sur mes délégations.
parce que je crois que je fais le travail Oui, il faut faire la part de des belle choses, c'est pas manière. la même Il me chose. semble que c'est assez bien reçu par la population. Si d'ailleurs ça me permet d'en dire deux mots, je veux dire, Ouais, on les a le grands temps, hein. événements et l'animation, c'est jamais que de l'attractivité pour une ville. Notre job à nous, en tout cas la mission qui nous a été confiée, c'est d'ambiancer cette ville, de lui faire retrouver des couleurs en la partageant. Alors évidemment qu'on est malheureux dans cette période de Covid. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de venir les samedis, les week-ends dans la ville, de travailler avec Pascal Lacour et les commerçants, de travailler avec mes collègues en charge de la propreté, avec mes collègues en charge de la sécurité, pour que ensemble nous arrivions à faire en sorte que les Ligériens, les Alti-Ligériens aient envie de revenir à Saint-Étienne dans leur ville-centre, qu'ils la trouvent belle et accueillante. Alors bon, on est un peu refroidi par la Covid, mais je suis sûr que dès qu'on sera sorti de tout ça, nous referons des grands événements. On en a de beaux en perspective. Coupe du monde de rugby en 2023, Jeux Olympiques en 2024. Je veux dire, tout ça devrait nous permettre de rayonner au niveau national et de faire en sorte que les Stéphanois se sentent bien dans leur ville. Justement, vous allez me répondre oui à la question. Est-ce que la Covid, ça vous a fait changer votre façon de travailler et d'appréhender les choses? Bien sûr, bien sûr. À l'évidence, surtout dans cette délégation à l'événementiel. Moi, j'ai la chance d'avoir des équipes formidables, que ce soit dans la logistique des animations ou dans leur conception. Évidemment que c'est pas marrant, parce que nous, ce qu'on aime, c'est aller sur le terrain, c'est rencontrer les gens, c'est voir des sourires, c'est voir les enfants heureux au milieu d'un carnaval, c'est voir une retransmission de match de football avec les écharpes bleu, blanc, rouge et crier 1, 2, 3. Voilà, c'est ça notre métier. Aujourd'hui, on peut pas le faire. En tout cas, on le fait différemment. C'est ce que nous avons essayé de faire à Noël, d'ailleurs. L'événementiel, c'est aussi beaucoup la culture. Oui. Comment là aussi, vous appréhendez? Est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à mettre en place pour que les gens de la culture puissent travailler et j'ai même envie de vous dire, entre guillemets, survivre? Alors, la culture au niveau municipal, c'est mon collègue Marc Chassobéné qui l'apporte. Je sais bien, donc, mais les l'événement, c'est un peu équipements, lié, c'est lui qui est en première ligne et je crois On qu'il ira le voir quand il voudra nous fait, recevoir. il fait un gros travail de lien, de lien avec les associations culturelles, avec des gens qui souffrent énormément parce que il y a la partie financière, évidemment, il y a des aides, évidemment, mais il y a surtout que quand on veut faire de la culture, quand on est un artiste, on a envie d'être sur la scène, on a envie de partager son art, on a envie de rencontrer son public. Et je crois que le plus gros malheur aujourd'hui des artistes et de ce monde de la culture, c'est de ne pas pouvoir partager son art. Donc je dois vous avouer qu'aujourd'hui, s'il m'était donné d'avoir une responsabilité au niveau national sur ces questions de culture pendant la période Covid, je crois que je réouvrirais les salles de spectacle. Évidemment, en faisant en sorte de garder les gestes barrières, le fauteuil 1 sur 2, évidemment, les masques durant toute la représentation, les gels hydroalcooliques, évidemment. On n'est pas dans un restaurant quand on est dans une salle de spectacle, on n'enlève jamais son masque. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les salles de spectacle, les cinémas ne sont pas réouverts, alors qu'il m'arrive de monter régulièrement à Paris. Je suis dans des trains bondés, dans des métros bondés. Alors évidemment, on a le masque, mais je ne vois pas plus de danger ou de risque de contamination dans un métro que dans un ciné. Parce qu'il y a peut-être des choses essentielles et des choses non essentielles. Pour moi, la culture est essentielle parce que c'est l'ouverture au monde, parce que c'est transcender, c'est aller ailleurs, c'est voyager. Et heureusement qu'il reste la lecture. Et vous ne pensez pas qu'à l'avenir, on va être obligé d'avoir un passeport, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer dans une salle de spectacle quelqu'un qui aurait été vacciné et celui qui n'aurait pas été vacciné, on le laissera à la porte? Alors, c'est une proposition de l'UDI. Une de mes collègues députés a proposé cette solution. Moi, je suis un homme libre, même à l'intérieur de ma formation politique. Je suis toujours un petit peu, moi, méfiant par rapport aux étoiles qu'on vient coller sur les vêtements, quoi. Pas être excessif non plus. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Oui, mais c'est une ségrégation aussi. C'est-à-dire que... Oui, mais là, on vous laisse un choix, on ne vous met pas un fusil sur la tête. C'est un choix contraint, puisque ça va limiter les déplacements pour ceux qui n'auront pas la bonne couleur de passeport. Et demain, on parle aujourd'hui de la Covid, mais demain, qu'est-ce qu'on nous dira d'autre? Tu es séropositif, tu n'as pas le droit d'aller au cinéma, tu as du diabète, tu rentres plus dans un restaurant, tu as... comment on fait? Non, je crois qu'il faut... Oui, mais en temps exceptionnel, il faut peut-être changer un peu les règles aussi. Oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on est d'accord. Parce que toutes les libertés qu'on nous a enlevées,
il va vite falloir qu'on les retrouve quand même. Hein. Moi, je sens vous le savez, je suis tous les jours dans les rues. C'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est pour aller voir les gens, c'est pour trouver des solutions concrètes aux petits problèmes comme aux grands. Il y a une tension qui est en train de poindre dans la ville, mais dans le pays, qui, moi, je trouve, est extrêmement inquiétante. On a des gamins qui sont complètement paumés. Ma collègue Fabienne Perrin dirait les petits doltos, qui ont été un peu coucounés et ils sont vraiment extrêmement perdus sur cette période. On a des gens qui sont seuls au quotidien, qui le sont encore plus dans cette période. On a toute la problématique du vieillissement, de l'isolement des personnes âgées, des personnes malades. Vous savez que vous ne pouvez pas visiter vos malades à l'hôpital. Je crois que il faut faire le nécessaire pour qu'on sorte de cette pandémie, mais il faut faire attention quand même à ce que le traitement de la maladie ne soit pas pire que la maladie elle-même. Je pense qu'il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train de s'effondrer, des pans entiers de bien-être, de relations sociales, de ce qui fait l'humanité est en train de nous échapper. Moi, je le reconnais, hein, je vis très mal le couvre-feu à 18h, même si j'ai cette chance d'avoir une maison et d'avoir des enfants et donc de partager avec eux ces temps. Mais je pense souvent, oui, à ceux qui sont seuls, qui sont encore plus seuls. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut qu'on change notre logiciel. La vie qu'on a connue avant, elle est peut-être finie et qu'il va falloir créer une vie différente parce que oui. J'ai envie de vous dire une expression peut-être qui n'est pas stéphanoise, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Je ne suis pas certain que ce vaccin, ça va être la solution miracle. Et j'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à vivre différemment. Alors on parle d'économie, bien entendu. Je suis d'accord, il y a plein de pans qui vont souffrir, qui vont même fermer. Mais toute économie, si on regarde l'histoire du monde, elle se régénère, il y aura une autre économie. Donc il faut être optimiste. Mais il faut être optimiste en se disant que ce qu'on a connu, peut-être, on va peut-être plus le reconnaître, ça sera différent. C'est possible. C'est possible. Dans la relation aux autres, de toute façon, il y aura du mal de fait. Je ne suis pas sûr, effectivement, qu'on ait de nouveau envie de se regrouper à très nombreux. En revanche, ça a montré une chose. Déjà, ça a resserré les liens, j'allais dire, de premier cercle. On voit vraiment avec qui on fraye, avec qui on a envie de frayer au quotidien. Ça, c'est un espèce de filtre qui est intéressant à voir dans nos vies à chacun. Après... Il faut qu'on en sorte. Bon, votre question sur le vaccin pose une vraie question, notamment par rapport à Sanofi, hein, notre Français qui met 9 mois de plus que les autres pour sortir un vaccin. Moi, ça m'interroge deux fois. C'est où on a un problème en France et il nous saute maintenant aux yeux, c'est qu'on n'est plus du tout dans les leaders sur ce type. C'est un peu dans tous les domaines qu'on n'est plus les leaders. Hein. Donc ça interroge sur notre capacité à être encore cette grande puissance mondiale. Soit c'est que les autres ont été trop vite. Et que la course à l'argent a privé d'un certain nombre de tests. Je l'ai déjà dit, moi je crois que dans quelques temps, une fois qu'on sera sorti de cette pandémie, une commission parlementaire et la Cour de justice de la République seront saisies et qu'avec du recul, les historiens, mais pas que, les sociologues, prendront le temps, à côté des juristes et des politiques, de faire l'analyse de cette crise et de comment on l'a abordée. Juste une chose qui me vient à l'esprit aussi, vous êtes dans l'animation, on se dit un peu qu'il faut se réinventer pour le futur, et quand on se projette en avant et qu'on imagine des solutions, on se retrouve à des solutions qu'on voyait dans les années 30. Je parle des discothèques, là aussi, je pense que les gens vont avoir du mal à aller s'enfermer à 300 dans une salle fermée, et on se dit, tiens, les balles populaires qui étaient sur la place, absolument, les gens qui allaient danser le dimanche après-midi en plein air, le cinéma de plein air, les spectacles de théâtre en plein air. On revoit aussi beaucoup de choses qu'on a vues dans les années 70. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on allait à la poste, il y avait des grands plexiglas avec des tout petits trous où on pouvait parler. On a l'impression que l'avenir, c'est de revenir un peu en arrière. En tout cas, vous avez raison, et on a fait ce constat depuis déjà quelques années. Hein. On a une manifestation qui s'appelle Musique on Jaurès, qui est du jazz en plein air, sous le kiosque de la place Jean Jaurès. Les terrasses sont bondées, quand il fait beau, les gens sont là. Plutôt que de rentrer
rentrez à la maison, les mamans viennent boire un thé avec les copines, les enfants s'amusent. Ça donne une couleur à la place, ça fait du bien. Donc oui, vous avez raison. Le cinéma plein air, nous le faisons avec ma collègue en charge des centres sociaux. Nous avons une réflexion pour aller encore plus avant sur ces ciné plein air. Avec Marc Chassot-Bénet, nous travaillons sur des festivals effectivement qui sont là aussi en plein air. Je parle de Roche-Celtic, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc oui, vous avez raison. Il y a une problématique d'extérieur qui va devenir très prégnante, avec cette difficulté qu'en hiver, il fait froid et que parfois, il pleut. Chapiteau. Donc on n'est plus en plein air. Donc il faut juste le toit. Donc il faut trouver des solutions. Il faut agrandir le kiosque. Par exemple, pourquoi pas. Allez, on revient au sérieux. D'ailleurs, on était sérieux là aussi. Oui. Hein. Vous avez parlé du Bureau national de l'UDI à Paris. Donc, quel est votre rôle exactement dans ce Bureau national? Parce qu'on, vu de Saint-Étienne, on est toujours... Paris, c'est magique. Oui. Oui. Mais quel est votre rôle exactement? Alors moi, je suis là parce que je suis un vieux militant. Déjà, parce que j'ai exercé un certain nombre de fonctions, d'animation des fédérations, d'animation chez les jeunes notamment. J'étais déjà, moi, le premier vice-président, il y a 20 ans, de Jean-Christophe Lagarde chez les jeunes. Donc c'est pour vous dire que nous avons un compagnonnage 20 ans, hier, hein. qui date un peu, oui, enfin nos artères un peu moins. Et donc voilà, j'ai cette complicité, j'allais dire, idéologique avec eux qui fait que bon, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont cet historique de la famille. Et puis, je suis dans un groupe de réflexion autour de Louis Giscard d'Estaing, c'est lui qui anime ces sujets-là, sur toute la France des terroirs, la France des territoires. Puisque... Vous allez nous faire du Pernod, non ? Non, mais il n'a pas tort. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mettre en valeur, j'étais avec Jason Chicandier samedi matin. C'est un rabelaisien, donc il a l'image un petit peu truculente. Mais quand on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que mettre en valeur les territoires et les gens qui le font. Quand vous regardez la diction, s'il vous plaît, quand il est sur le bassin d'Arcachon, je veux dire, c'est d'une grande sensibilité en même temps. C'est un peu le Jean-Luc Petit-Renaud. Donc, que la politique s'intéresse à ces territoires, à ce que la France fait de mieux, parce que là aussi, cette pandémie est en train de réexpliquer la France et son organisation. Le jacobinisme a peut-être trouvé une part de sa fin et de sa solution avec cette crise. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par Paris pour faire une réunion avec toute une équipe de force de vente. Ça veut dire que quelque chose va changer aussi. Donc nous travaillons avec Louis Giscard d'Estaing donc à un projet qui partirait plutôt des villes et des villages pour nourrir un projet plus politique national. Je fais encore une aparté. On a parlé pendant 20 ans du télétravail. Oui. Et on avait l'impression que ça ne se mettrait jamais en place. Voilà. Et là, en quelques mois, c'est la solution miracle. Sachant que j'ai entendu quelque chose qui était aussi très important pour l'emploi, c'est que si vous êtes capable de travailler chez vous aujourd'hui derrière votre ordinateur, ça veut dire que pour beaucoup moins cher, il y a des gens à l'autre bout du monde qui seront capables de faire votre travail. Donc attention au télétravail. Alors, toute face a son revers. Voilà, oui, mais celle-ci, elle n'est pas très bonne non donc, plus. oui, mais il y en a d'autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors je suis d'accord sur toute la problématique de présentiel. Moi, je pense que les agences bancaires ont beaucoup de soucis à se faire, par exemple. Ça, c'est aussi une catastrophe. Même si il manque une chose essentielle. C'est la relation humaine. Tout à fait. Le petit café qu'on boit et là où on échange les bonnes informations. Souvent. Exactement. Alors ça veut dire qu'on peut aller vite, on peut travailler effectivement en étant dans des zones géographiques lointaines. Moi j'ai travaillé en agence de pub sur Lyon. Je dois dire que c'était extrêmement compliqué de faire ces trajets tous les jours. Et à l'époque j'aurais été ravi de pouvoir bosser 1 ou 2 jours par semaine en télétravail. Donc je pense qu'il y a du bien et il y a du mal. Dans le même temps, c'est exactement la même problématique du triptyque petit commerce, grande surface, Amazon. Ça bouge beaucoup, ça aussi. Tout est mouvant, chacun a une place, et parfois on s'aperçoit, pendant très longtemps on nous a dit les grandes surfaces, c'est ce qui va tuer le petit commerce. Aujourd'hui on nous explique que ce qui tue, c'est Amazon. On s'aperçoit que chacun a sa place sur cette chaîne et qu'il faut simplement l'encadrer. C'est le rôle du politique que de poser le cadre légal pour que le marché puisse se faire.
Vous avez levé une question, vous n'aurez sans doute pas la réponse, mais je vais quand même vous la reposer. Vous avez parlé de la liaison Saint-Étienne-Lyon. Oui. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Là aussi, on en parle depuis 20 ans et même plus. Quelles est pour vous, à l'UDI, les réflexions et quelles sont les solutions pour améliorer? Ou alors, j'ai peut-être une solution, que tous les Lyonnais viennent habiter à Saint-Étienne ou à Saint-Chamond, puisqu'ils sont en pleine campagne de promotion. J'allais répondre par un sourire. Mais moi, j'ai toujours du sourire dans ma question. Nous ne voulons pas que tous les Lyonnais viennent à Saint-Étienne, c'est pas le sujet. Non, il est en train, par contre, de se faire un nœud, effectivement, qui est en train de se passer quand Givors sera devenu ce fil d'Ariane réel en termes de construction, d'habitation. Je pense qu'effectivement, oui, les deux villes sont en train de se rapprocher par les hommes et par l'habitation. Plus vite que par le lien du véhicule. Et il faut qu'on repense les choses. Alors, pendant très longtemps, j'ai été très attaché à la 45 parce que je la fréquente. C'est-à-dire que avoir une idée ou être contre parce qu'on est concerné, parce qu'elle va passer dans votre jardin. Évidemment que c'est compliqué d'être altruiste et de se dire c'est bien pour les autres. Bon, il faut quand même se dire que moi j'ai failli mourir sur cette autoroute. J'ai eu un accident où, à la grâce de Dieu, je suis encore là. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai danger sur cette route. Il fallait en faire quelque chose. Bon, l'État a manqué à sa parole, je le regrette. Il ne manquait qu'une signature, elle n'est pas venue. Ça, je trouve que c'est grave parce que il faut entendre les entreprises. Il faut entendre ceux qui disent que cette autoroute était vitale. Et puis maintenant, je pense que l'UDI, c'est aussi un parti qui tient compte de l'écologie. Et peut-être qu'il faut inventer, là encore, un nouveau système. Alors, pendant longtemps, j'ai été très opposé à l'hyperloop parce que trop lointain. Bon, maintenant, je dis, écoute, expérimentons et puis regardons, on verra bien. Moi, je pense que la distance de 65 km est trop courte pour que ça se mette en place. Mais sans parler d'un truc à très grande vitesse, déjà, essayons peut-être de réfléchir à des solutions mixtes qui permettraient de relier ces deux villes. Je me dis quand même qu'en France, on est en train de chercher à aller sur Mars. On devrait peut-être bien trouver une solution qui raccourcisse la vie des trajets entre Saint-Étienne et Lyon. Une des solutions, c'est peut-être dans le futur, comme les restaurants, c'est qu'au lieu qu'on mange tous à midi et qu'on prenne tous l'autoroute à 8h le matin, qu'on fractionne un peu tout ça. Qu'il y ait plusieurs services dans les restaurants, qu'il y ait plusieurs... Oui, après, bon... Mais ce n'est pas la solution miracle non plus. Les entreprises ont aussi besoin d'avoir les gens à un moment donné en présentiel. Il faut, comme en Chine, il faut que les gens dorment dans leurs locaux de travail. Alors ça, j'y serais plutôt défavorable. Bon, alors... Non, il y a un truc qui est important à travers cette boutade. Non, mais je sais, je crois qu'on travaille pour vivre. Et on ne vit pas pour travailler, c'est-à-dire que... C'est un compromis entre les deux. C'est un compromis aussi entre la vie. Et le problème de ces trajets, c'est quoi? C'est que ça n'ampute pas sur le travail, bien qu'on arrive déjà fatigué avec une première vie. Moi, je peux dire que pour le cerveau et puis pour la route. Bien sûr, mais c'est surtout que quand tu reviens, tout ce temps que tu passes en voiture, c'est 2 heures que tu prends, c'est 4 heures par jour, c'est 4 heures que tu n'as pas pour ta vie personnelle. Tout à fait. Donc c'est 4 heures de perdu pour le coup. Et encore une fois, à l'heure de l'Internet, où en un clic, on arrive en Inde ou à l'autre bout du monde, il y a sûrement des variantes. Mais bon, moi je suis que le monsieur qui pose les questions. Oui, et là pour le coup, je n'ai pas de réponse à 30 ans. Oui, je disais, on est rentré en année 2021, une année qui va être une année électorale. Même si on entend de plus en plus que les élections départementales et régionales, on a parlé du mois de juin d'un report, et là on est en train de parler maintenant d'un report après les présidentielles. Je pense que vous avez plus d'infos que moi, même si c'est un peu sombre. Non, paradoxalement peu, puisque je suis en lien avec la préfecture sur ces sujets, le bureau des élections, parce que pour nous, c'est un peu technique, mais les comptes de campagne, si l'élection est en mars ou en juin, ça veut dire que depuis le 1er janvier, nous sommes en compte de campagne. C'est pas neutre. Si l'élection doit avoir lieu en septembre, on compte quoi? L'année, les 6 mois? Comment ça se passe? 2 choses. Bon, je crois qu'il faut attendre. Malheureusement, cette pandémie contrarie aussi les temps démocratiques. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop jouer avec la démocratie quand même. Et que passer un certain temps, moi je crois que je serais très opposé à ce que les élections qu'on appelle locales, les régionales et départementales, soient en même temps que la présidentielle ou après la présidentielle. En plus qu'il y aura encore les législatives. Alors, ça sera... c'était la suite
suite de mon propos. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'élection d'un président de la République, ce qui est assez logique. On lui donne une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a un fil d'Ariane qui fait que 300 députés partent de la couleur du président de la République. Je crois que pour l'équilibre de la vie démocratique, il faut que les élections soient dissociées pour qu'on n'ait pas cet effet vague qui vienne aussi. Imaginez-vous demain que vous ayez le président de la République, l'Assemblée nationale, les régions, les départements, tous de la même couleur politique. L'opposition s'exprime comment ? Elle s'exprime dans la rue. Et je crois que si on veut éviter les poujadismes, si on veut éviter un deuxième effet qui se coule, gilet jaune, parce qu'on n'a pas encore soldé tout ça. Je veux dire, le malaise est toujours là. Ce qui a fait le début, il est toujours là. La crise sociale est toujours là. Et il y en a une autre qui arrive. Eh bien, je crois qu'il faut quand même qu'on puisse pondérer et qu'il y ait comme ça des temps de respiration démocratique qui soient un petit peu, qui soient pas dans la même temporalité. On a parlé d'une rencontre avec le président du département, Georges Ziegler. Oui. Sans nous dévoiler les grands secrets, de quoi vous avez parlé ? Alors cette rencontre, elle remonte au mois de novembre déjà. Hein. Oui, mais le temps passe vite. La presse écrite s'en était fait l'écho. Elle s'est passée de manière simple, puisque Georges est un ami. Le président du conseil départemental était même UDI, il fut un temps. Donc on a avec Georges cette simplicité d'échange et de se dire les choses, là encore, en vérité. Nous avons fait avec Gilles Artigue et Emmanuel Mondon, qui m'accompagnaient dans cette délégation, puisque c'était une délégation d'une formation politique qui venait dire qu'elle avait vocation à être dans la majorité départementale. C'est ce que j'ai redit. Et puis ensuite, on a fait un tour des cantons. C'est normal, ça fait partie de l'évolution des choses. On regarde un petit peu comment, là où nous avons des candidats qui ont envie de porter nos idées, les idées de l'UDI, puis leur implantation, de défendre leur personnalité aussi sur certains cantons. Et on s'est aperçu dans ce premier tour de table qu'il n'y avait pas forcément qu'en tout cas qu'on ne s'entendait pas sur le nombre que nous pensions pouvoir voir exister. Alors je sais qu'on m'a fait le reproche de ne parler que des places. Il est évident que la partie programmatique se travaille, sauf que j'en ai un peu marre qu'on se fasse piquer nos idées. Donc maintenant, nous travaillons, et puis on les portera, et surtout quand on les portera de manière officielle, comme ça on appose un petit stempel. Parce que souvent on travaille dans la coulisse, et à la fin, on perd la paternité de certaines de nos réflexions. Donc je rassure tout le monde, nous travaillons, comme nous l'avons fait pour les élections municipales, à un socle de réflexion pour les élections départementales. On pourra en reparler d'ailleurs, parce que les compétences sont en train de beaucoup évoluer. Il faut se souvenir que le conseil départemental, c'est la seule institution qui ne gère pas l'intégralité de son budget, puisque pratiquement 67% de celui-ci est contraint par les aides sociales, le RSI, le RSA. Donc, nous avons échangé aussi avec Georges Ziegler sur ces questions, mais l'achoppement, il a été effectivement sur la présence dans la majorité de l'UDI. J'ai rappelé qu'il y avait 21 cantons renouvelables, ça fait 42 binômes, enfin 42 candidats pour être effectivement élus, 42 pour être suppléants, sur 84. C'est un très bon chiffre, 42 pour absolument. Que 84 candidats, je ne vois pas comment on pourrait ne pas faire partie de ce retour de table. Donc c'était simplement une invitation à ce que nous retravaillions chacun notre copie. Je l'ai dit, il semblerait que ça ait un peu créé du tumulte en interne. Certains ont peut-être commencé à réfléchir sur leur propre campagne, donc c'est un sujet. Techniquement, il y a 21 cantons, 42 élus. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élus UDI ? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Nous avons été, par le passé, très présents dans cette instance. Et puis, le temps faisant, une génération peut-être a eu moins d'envie d'être encarté dans une famille politique. Ils étaient dans un mandat qui était local, se réfugiant dans une... Réfugiant, c'est pas le mot d'ailleurs, mais se faisant partisan de l'Union pour la Loire, ce qui est respectable, mais sans avoir forcément d'étiquette partisane différente. Et donc voilà, nous n'avons plus de représentants. Et j'ai simplement rappelé que les choses
sont appelés à changer. Et donc, effectivement, peut-être que l'incompréhension a été la concomitance entre le fait de mettre sur la table notre maillage territorial, c'est-à-dire les gens qui représentaient la famille politique dans les cantons. Ça a pu être pris comme un lancement de campagne sur 15 des 21 cantons. C'est pas le sujet. Nous avons une représentation de l'UDI dans 15 des 21 cantons. Tous n'ont pas vocation à être candidats. En revanche, ceux qui ont vocation à l'être, ceux qui ont envie de l'être, je me dois en tant que président départemental de les soutenir, de les aider, de les accompagner et au moins de faire valoir leur candidature auprès du président du conseil départemental. Donc nous sommes, je devance votre question que j'entends, nous sommes dans cette deuxième phase, nous devons nous revoir pour refaire le point sur la question. Non, mais justement, géographiquement, ça veut dire qu'il y a des endroits où l'UDI elle est un peu moins présente. Oui. Ça veut dire peut-être qu'à Roanne, il y a un peu moins de monde, ou peut-être à Montbrison, ou peut-être dans la vallée du Gier. Non, Montbrison, nous avons des amis UDI. Le Rouennais, c'est vrai que historiquement, c'est un peu différent. Ce sont des terres qui étaient centristes, mais j'allais dire qu'ils le sont toujours, parce que Yves Nicolin était à la grande UDF avec Pascal Clément. Moi, j'ai appris d'eux, je les ai côtoyés quand j'étais président des jeunes de l'UDF à l'époque. Donc, je ne pense pas que parce qu'ils aient changé d'étiquette, qu'ils soient LR aujourd'hui, ils soient moins proches du terrain ou moins proches des gens. C'est pas le sujet. En revanche, c'est vrai que ils font un excellent travail et ils couvrent le champ politique, ce qui fait que nous n'avons pas de section organisée dans le Rouennais. Je ne vais pas le regretter plus que ça d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de maillage territorial sur ce coin-là. Si j'ai bien compris, il y aura 15 cantons où il y aura des candidats UDI. Non, sur 15 cantons, vous avez des représentants de l'UDI qui sont présents. Alors aujourd'hui, mais dans le futur, on va avoir les 21 cantons où il y a des cantons où vous n'allez pas être présent. Je ne veux pas imaginer que l'UDI ne soit pas ça veut peut-être dire prise en compte et ne soit pas dans la majorité départementale la prochaine fois. Donc je ne crois pas que nous ayons besoin, d'ailleurs je ne veux pas travailler comme ça en disant on sera candidat partout, comme ça vous perdrez tout. C'est pas mon propos. Mon propos, il est uniquement de dire nous avons besoin, techniquement, mathématiquement, j'allais dire, des uns et des autres pour être élus. Effectivement, ça c'est une vérité, pour le coup, une vérité électorale par les chiffres. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que nous ayons une réflexion sur les bons candidats. Toujours cette même idée, la bonne personne au bon endroit. Et je crois que nous avons de bons candidats et je souhaite qu'ils puissent, en tout cas que leur candidature puisse être... Quand vous parlez de bons candidats, est-ce que ça veut dire que M. Lionel Boucher sera candidat au départemental? Et est-ce qu'il est déjà en train de négocier un canton qui est gagnable? Non, alors déjà, il n'y a aucun canton qui n'est pas gagnable. Ça ne veut rien dire. Il y a des élus qui travaillent, d'autres qui travaillent un peu moins. Je ne crois pas aux potentats locaux, je ne crois plus. D'ailleurs, celui qui dirait « vous inquiétez pas avec moi, on rince gratuit et tout va bien », ça c'est de la vieille politique, ça ne marche plus. Là encore, moi je vais pas, c'est pas ma manière de faire que d'aller à une table de négociation en disant « tout pour moi et vous inquiétez pas, je ferai comprendre à tout le monde que la pilule sera avalée ». C'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Je crois qu'aujourd'hui, on a cette chance qui est offerte par les élections départementales d'avoir des quatuors quand même qui se présentent. 4 candidats sur un même territoire. 2 hommes, 2 femmes, 2 effectivement qui sont élus, 2 qui sont suppléants. Je n'imagine pas que nous ne puissions pas trouver, et pour des hommes et pour des femmes UDI, de quoi faire valoir nos idées dans cette instance. Nous sommes au niveau national la 3e force politique locale, en termes d'élus, en termes d'imprégnation sur le territoire. Il faudrait quand même qu'il y ait un orage fort pour que la Loire passe à travers cette vérité. Ça veut dire que la Loire va encore jouer un rôle, l'UDI, les En Marche veulent aussi s'occuper du département. Il va y avoir beaucoup de concurrence et beaucoup de, on l'a dit entre guillemets, de batailles à venir. Il y aura des combats pour les idées, oui, c'est la démocratie. Et des idées qui sont assez proches quand même. Il y aura des alliances.
probablement, entre les formations politiques pour présenter quelque chose. Mais derrière ça, il y a surtout le troisième tour qui est l'élection du président du conseil départemental. C'est politique, là. Qui, c'est déjà politique à partir du moment où il y a une alliance qui est faite. On sait que quand vous donnez les clés d'une institution à une gauche radicale ou à une droite modérée, vous n'avez pas la même politique. Même si... Une gauche radicale dans la Loire, on ne l'a jamais bien vu. Hein. Aux affaires, peut-être, oui, mais on en connaît. Oui, bien sûr, mais non, mais je caricature, mais ça peut être de la même manière. Si vous avez une assemblée entièrement écologiste, vous imaginez que la politique ne sera pas la même que celle qui est conduite aujourd'hui par le président Ziegler. C'est pas la même chose, forcément. Donc ça veut dire que chacun, dans son vote, on va influencer cette politique départementale. Et il reste encore de très beaux sujets à travers les compétences du conseil départemental, notamment une à laquelle je suis sensible, c'est tout le handicap, toute cette politique-là, où on a des propositions qui, à mon avis, vont décoiffer, parce que je crois que le département peut prendre le lead sur un certain nombre de démarches, et donc j'espère bien que l'UDI pourra faire valoir ses idées là-dessus. En tant qu'homme politique, en tant que dirigeant, est-ce que vous n'êtes pas choqué par ce taux d'abstention qui est de plus en plus grand et qui finalement nous donne une idée de la démocratie un peu bizarre? Alors je suis choqué, mais en même temps c'est un appel à se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que les gens sont autant éloignés de la vie politique ? C'est peut-être en partie nous. Alors quand je dis nous, c'est un grand N, et puis c'est toute la politique en général. Moi je suis plus soucieux, si vous voulez, de la naissance des poujadistes, et pas de la naissance d'ailleurs, du regroupement des poujadistes, qui peuvent leur donner demain la possibilité de venir aux affaires, que l'éloignement. L'éloignement, je pense qu'il faut qu'on trouve de nouveaux moyens pour parler aux gens. Il faut peut-être aussi faire un peu la grande lessive des idées. Peut-être que nos rapports à l'histoire de nos familles politiques est un peu éculé. Il faut peut-être y travailler. Et puis, c'est un peu la chanson de Goldman. Il changeait la vie. La difficulté, c'est aujourd'hui, est-ce que le politique change vraiment la vie des gens ? Je pense qu'il peut le faire justement sur des élections qui sont extrêmement locales. Un maire change la vie des gens. Un élu de proximité change la vie des gens. Un élu cantonal peut changer la vie des gens parce que c'est de l'hyper-proximité. Un élu cantonal, il est élu par 30 000 personnes. Je vois... je sais pas, un canton, par hasard, le canton sur lequel je travaille en tant qu'élu de proximité, vous avez 28 000 Stéphanois, 20 000 Stéphanois et 8 000 Villardaires. Vous avez ces 30 000 personnes, l'occasion dans un mandat de les croiser. En tout cas pour tous ceux qui ont une vie qui les sortent un peu de la maison. Hein. Ce qui est peut-être à pointer, c'est le mot concret. Oui. Choses concrètes. Oui, et puis moi je crois à la relation humaine, et ça c'est un vrai problème ce Covid, parce que rien ne vaut une poignée de main. En politique aujourd'hui, depuis longtemps, on a pris l'habitude de parler à des boîtes aux lettres. Moi je crois que rien ne vaut un regard, une poignée de main et des mots échangés. Voilà, et puis dissiper des moments les malentendus. Oui, bien sûr. On va parler un peu des régionales aussi. Oui. C'est une autre stratégie, là aussi. Justement, quelle stratégie par rapport au départemental pour les régionales? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a des partis qui sont d'accord avec le département contre la région. C'est compliqué pour le citoyen lambda, justement, de comprendre cette cuisine politique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je vois dans votre question que nous avons une majorité large à Saint-Étienne, avec différents courants, qu'on ne retrouve pas dans la majorité régionale, qui est celle de Laurent Wauquiez. Je crois qu'il appartiendra à chacun de se positionner, ou d'ailleurs de rester en dehors du débat régional, si tel est leur choix. Je crois que les gens n'apprécient pas, c'est celui qui est un jour ici, un jour là, et un jour encore ailleurs, parce que ça sert son chemin. Mais quand vous êtes dans une ligne qui vous permet d'être fort et clair par rapport à vos électeurs, vous allez à ces échéances régionales dans une alliance qui est celle de votre formation politique. Moi, je vois aujourd'hui, j'entends que dans beaucoup de régions, sauf peut-être en Normandie, nous serons dans des alliances objectives avec les Républicains. C'est ce que je sens se dessiner. Maintenant, moi, je suis en charge d'une formation politique, donc j'accepterai la règle. Je dis simplement des accords avec plaisir,
des accords, et pas dans le même. Par contre, pas de soumission. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le respect de la pluralité des idées, des convictions et des hommes et des femmes qui constitueront cette liste. Ça veut dire quand même techniquement, encore une fois, que si à Paris on vous dit on fait un accord avec En Marche, l'UDI, c'est difficile à gérer dans la Loire par rapport à la région, non? Non, mais déjà, c'est pas le cas. Oui, non, mais je dis si, j'ai bien dit si. Si, mais demain, si une décision. Puisqu'on disait, on parlait de partis compatibles avec la Macronie. Si demain, mon parti prend une telle ou telle décision qui me contrarie, mais j'ai le droit de rester en retrait de l'échéance. On n'est pas obligé d'être candidat. Tout à fait. On peut aussi rester à la maison. Vous savez, être candidat, c'est une drôle de responsabilité. Devant les gens, c'est une vraie mise en danger quand vous êtes père de famille, que votre épouse travaille elle aussi dans des endroits où elle croise du monde. Je veux dire, votre nom, il est jeté comme ça à la vindicte. Et puis après, il y a ce choix, cette décision qui est faite. Bon, vous n'êtes pas élu. Est-ce que vous êtes rejeté? Est-ce que c'était simplement la vague? C'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Je veux dire, c'est une mise en danger que de faire de la politique. C'est pour ça que j'invite les commentateurs avisés à venir se confronter au scrutin et à faire des propositions et à se mettre eux aussi en danger et pas simplement être dans la critique du système. En tout cas, moi, les portes de l'UDI sont extrêmement ouvertes. On n'est pas obligé, quand on adhère chez nous, de partager 100% des idées ou du corpus. On a le droit à sa liberté de penser. C'est impossible. 100%, c'est un peu les dictatures, il me semble. C'est impossible même. Et c'est pas souhaitable parce que c'est de nos différences qu'on tire une vraie richesse. C'est là où je vous dis la question du citoyen lambda, parce que je me mets toujours à la place du citoyen lambda, d'ailleurs je connais que cette place-là, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'à la mairie, on a une alliance qui est comme ça, à la région, elle est différente, que par rapport à Paris, c'est encore un autre discours, et c'est là où on fait le rapport entre ce discours qui est un peu flou, et cette histoire que les gens ne vont plus voter, ou aujourd'hui, ils disent même, avant ils disaient je ne vais plus voter, maintenant ils disent on va voter pour Marine Le Pen. Ce qui est encore plus dangereux, je pense, pour la démocratie. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est ce que je vous disais. Ça, on l'entend de plus en plus aussi. Oui, il y a une réalité. Ça serait bien pour ma part de ne pas le dire, comme ça je serais discret, mais c'est ce qu'on entend. Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est une expression que j'aime à dire depuis longtemps, c'est que le mur de Berlin est tombé. Le curseur aujourd'hui n'est plus le même curseur politique qu'avant. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique dans les années 90, il y avait une gauche, il y avait une droite, et le bloc se faisait avec ça. T'étais d'un camp. Bon, nous, on a toujours dit, les gars, excusez-nous, on est au milieu, si vous voulez bien, parce que pour nous, il y a, les choses ne sont pas ou blanches ou noires. Elles peuvent s'écrire de manière différente et un peu modérée. Dans la logique, c'était pareil. On n'est pas obligé d'être dans la détestation des uns ou de l'autre. En revanche, aujourd'hui, on s'aperçoit que le curseur, il est plus sur ce bloc droite-gauche, il est plutôt sur une problématique économique et libérale. Et aujourd'hui, les accords, les prises de position, elles sont sur ce curseur-là. C'est la place de l'homme au travers l'économie. C'est ça qui fait le curseur. Et je pense que les partis politiques sont en train aussi de s'en rendre compte. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de formation politique, parce que déjà, il est difficile d'intéresser à la politique, ou alors il faut être Monsieur Mélenchon et parler très fort, et d'ailleurs ce mouvement s'effondrera après Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est attaché à sa personne, comme le MoDem sans François Bayrou et Marielle de Starnès, c'est plus le même modèle, ça en sera un autre. L'UDI aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde, Louis Giscard d'Estaing et plein d'autres, un tout petit niveau. Mais voilà, moi je crois plus honnêtement aux personnalités qu'aux dogmes. Je ne suis pas un dogmatique, moi. Je peux me laisser convaincre, par exemple. Ce n'est pas parce que ma formation politique prendra une position sur un sujet que je n'essaierai pas de réfléchir au sujet. Très bien. Alors les régionales, on n'est
pas sûr de la date, mais là aussi, vous êtes dans les starting blocks. Elles seront en même temps que les élections cantonales. Je suis dans les starting blocks en tant que président de l'UDI de la Loire et évidemment que membre du Bureau national pour faire en sorte que la voix de l'UDI se fasse entendre au moment de la constitution des listes et des projets et du programme pour que nous puissions nous y retrouver et que clairement, si nous sommes candidats, nous ferons une campagne sur nos idées. Donc j'ai bien compris, là en ce moment, vous travaillez sur les projets. On travaille dans la coulisse sur les projets, en essayant de faire en sorte que ce travail se fasse dans la coulisse, vraiment, pour qu'on ne se fasse pas récupérer nos idées. Entre les projets et les personnes, on y revient. Est-ce que vous avez été surpris par la volonté de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, de jouer un rôle dans cette présidentielle qui s'annonce pour l'an prochain ? Non, moi je ne suis pas surpris qu'il ait cette envie-là, déjà parce qu'il est légitime pour le faire. Il est maire depuis longtemps, il est maire, il est président d'une agglomération qui est quand même la 13 ou 14e de France. Il a un rôle dans sa formation politique chez les Républicains, donc non, je ne suis absolument pas choqué, je pense qu'il est légitime à le faire. Maintenant, voilà, il faut qu'il travaille, je sais qu'il le fait. Moi, je crois qu'on aurait même besoin de quelqu'un qui a plus d'ambition sur ce territoire, parce que la Loire en a besoin. Toujours cette même idée, la bonne personne au bon endroit. Notre territoire souffre depuis de nombreuses années maintenant de ne plus avoir d'hommes politiques de premier plan. Nous avons des gens qui font bien leur travail dans leur circonscription et à Paris, mais on manque depuis. Mais je ne cherche pas un leader pour le coup. C'est une personnalité qui serait reconnue au niveau national. On voit que c'est là que ça pêche. Regardez, Pascal Clément a voulu la 89, il a eu la 89. Bon, je ne reviens pas à Pidet, mais enfin, quoique, ça fait déjà 2. Et après, à part... c'est pour les jeunes qui nous regardent, c'est le créateur du Nouveau Franc. C'est le Nouveau Franc, c'est ça, oui. Et puis, on avait aussi Michel Durafour, qui restera une personnalité qui a compté au niveau national. Lucien Neuwirth aussi. Lucien Neuwirth, évidemment, oui, qui a, avec Simone Veil, qui est la première adhérente de l'UDI, qui a fait un travail remarquable. Mais vous voyez, on les compte sur les doigts d'une main. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour qu'il y ait une ou deux personnalités qui existent au niveau national. Justement, il y a une question qui me vient. Vous êtes un homme de communication quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces réseaux, avec toutes ces infos qu'on mange toute la journée, est-ce que finalement ça n'a pas un effet boomerang, que tous ces gens qui communiquent trop, finalement, au lieu que ça soit positif, c'est un boomerang qui vous renvoie à un côté négatif, de trop être présent et trop communiquer? Alors, ça dépend pour quoi faire. Quand vous communiquez sur les idées, quand vous communiquez pour donner un point de vue, c'est jamais trop. Je trouve que les réseaux sociaux où on change sa photo de profil tous les matins en attendant des likes, ça me semble être un côté un peu pervers, déjà parce que l'algorithme fait son travail et que vous verrez que à moins d'un séisme, vous avez toujours à peu près les mêmes gens qui vous regardent. Je crois surtout, et le vrai risque, il est pas tellement dans être trop présent sur les réseaux sociaux, parce que je parle de communication globale. Mais l'information vient tellement vite que à peine on l'a vue, à peine on l'a lue, à peine on l'oublie parce qu'il y en a une autre. Elle chasse, vous voyez. Avant, on disait que on faisait cette analyse sur les 4x3. On se disait temps de pénétration, tiens, il faut 5 secondes, l'œil le voit, tac, œil gauche, hop, et après, hop, il y en a un autre, on passe à autre chose et on a oublié le premier. Et moi j'ai fait de la com notamment dans mes études, des études voilà. Alors ça, c'est vrai que le modèle a complètement changé. En revanche, il y a une chose, c'est que la présence sur les réseaux sociaux fait que vous êtes, contrairement à ce qui se faisait du temps du général de Gaulle, où il parlait une fois par an pour la bonne année et une fois pour le 14 juillet peut-être. Aujourd'hui, on parle tous les jours. Donc, on rentre chez les gens tous les jours. Donc, on va s'user beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je pense que les fameuses carrières longues, si elles étaient souhaitables, je ne le sais pas. Je pense que là, on est en train de voir qu'il n'y en aura plus. Parce que on est dans une société de la Star Academy où on zappe et puis on essaye autre chose. Donc, vous êtes sûr qu'on va vous essayer, mais par contre, vous n'êtes pas sûr qu'on vous garde parce que le temps de consommation du produit, même du produit politique, est en train la DLC, la date limite de conservation, est vite atteinte. Regardez-moi. Justement, vous avez parlé d'usure. On sait que le pouvoir use.
qu'être trop en avant, on finit par aussi par lasser, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que Lionel Boucher, il a un avenir stéphanois dans les 10 ans qui viennent? Est-ce que vous voyez plus haut, ailleurs quelle est votre projection, même si vous ne nous livrez pas des grands secrets? C'est vite fait, c'est que c'est jamais vous qui décidez en politique. C'est vous qui donnez un peu le ton? Non, c'est vous qui dites si vous avez envie. Ouais, si vous avez envie, l'envie, c'est la première chose. Mais l'envie, exactement. Mais pour soi et pour les autres. Oui, c'est-à-dire que c'est bien gentil d'avoir envie pour soi, mais par contre, si vous n'êtes pas sincère, ça se voit vite. Donc il faut, et ça, les gens, ils le savent immédiatement. On sait, les gens qui aiment les gens. Ça se voit, ça se ressent. Ça, et je peux vous dire que l'électeur qui n'est pas toujours fidèle, qui ne dit pas toujours merci par son vote, en tout cas, si vous le dupez, il le voit. Ça, c'est écrit. Donc, dans l'envie, moi, j'ai envie d'être un chef d'équipe. Ce qui m'intéresse, et c'est ce que je fais en tant que président du l'UDI, tant que mes amis D'ailleurs, je crois que dans l'année qui vient, il y aura une nouvelle élection, et j'espère qu'il y aura un autre candidat pour qu'on puisse défendre chacun son projet, parce que c'est dans la confrontation des projets qu'on tire une légitimité. Et voilà, je ne sais pas si les Stéphanois, déjà si l'UDI me fait confiance, si mon président national me renouvelle aussi sa confiance, si j'arrive à convaincre que je peux être le meilleur au bon endroit, eh bien peut-être qu'on me fera confiance pour d'autres échéances, mais je n'ai pas mon destin entre mes mains comme tout un chacun qui se présente à une élection politique. Lionel Boucher, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Gilles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est un plaisir. On a essayé de mettre un peu d'humour. Il y en a qui m'ont déjà récemment dit qu'ils avaient peur de me répondre parce que je posais des questions pas comme les autres. Donc je suis très heureux de vous avoir eu. Bien les gens pas comme les autres. Ça a été un petit peu compliqué. Mais on vous donne un rendez-vous donc dans les mois qui viennent pour de différentes échéances. Et puis on est ouvert, la porte est ouverte à l'UDI, mais aux autres aussi s'ils veulent venir nous parler sur ITW. Et encore une fois, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.